En tant que délégué à la déontologie de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, ma mission principale est de faire partager les repères déontologiques qui sont inscrits dans la charte de déontologie de l'organisme, ces repères déontologiques qui vont guider les métiers de la recherche qui sont pratiqués dans un organisme qui fait plus de 10 000 personnes. C'est la première mission importante. L'autre mission, c'est de former. Et la troisième mission, c'est également de traiter les manquements aux repères déontologiques, les manquements à l'intégrité. Chaque organisme ou chaque université à l'échelle française ne possède pas de délégué à la déontologie. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'une loi à l'échelle française est sortie pour la fonction publique le 20 avril dernier, qui préconise de mettre un référent en déontologie dans chacune des entreprises. Alors, les actions que l'on peut conduire en termes de formation ou de sensibilisation à la déontologie sont multiples. Je vous donne un exemple. Il arrive souvent de faire des interventions à l'échelle d'un centre de recherche ou à l'échelle d'une réunion de responsables d'unités de recherche, une réunion qui permette de sensibiliser, de montrer les principes généraux de la déontologie, mais également des mises en situation, c'est-à-dire que l'on présente des cas et l'on fait réagir le public de façon à sensibiliser justement et à prôner un certain nombre de comportements. Une des actions importantes du délégué à la déontologie, que j'assume dans le cadre de mon établissement, c'est avant d'avoir recours aux sanctions, c'est d'avoir une action de médiation. C'est-à-dire quand il y a un problème de conflit entre des auteurs, il ne s'agit pas de sanctionner, il s'agit aussi de se mettre d'accord autour du partage de la propriété intellectuelle. La plupart des personnels de la recherche, les chercheurs, les ingénieurs, les techniciens, sont intègres, c'est-à-dire qu'ils font correctement, en appliquant les repères et les meilleures pratiques du domaine, ils font correctement leur métier. Le type de manquement à l'intégrité que l'on peut constater, c'est très rarement des problèmes de fabrication et de fraude scientifique. On fabrique des données qui n'ont jamais existé pour faire une publication, par exemple. C'est aussi des problèmes de conflit entre différents auteurs pour signer une publication. C'est parfois des conflits d'intérêts, c'est-à-dire une interférence qui existe entre mon intérêt personnel et l'intérêt public porté par l'entreprise. Ces manquements à l'intégrité, les conséquences sont multiples. D'une part, c'est sur la validité de la connaissance qui est produite. Donc il y a un aspect épistémologique important qui est une connaissance qui est biaisée du fait de ces manquements à l'intégrité. Mais il y a également des conséquences économiques, et j'insisterai beaucoup sur les conséquences à l'échelle humaine. Celui qui fraude, mais également les partenaires qui sont dans le contrat de recherche ou au sein d'une même équipe. En recherche, c'est exactement la même chose. Quelles sont les causes ? Une forme de compétition qui existe depuis plusieurs années autour des moyens de la recherche. C'est la forme également de financement de la recherche, qui est sous forme essentiellement de contrat. C'est le système d'évaluation qui va focaliser essentiellement sur les publications et sur l'impact et le nombre de citations de ces publications. J'ai été étonné récemment de voir un article dans une revue américaine très, très connue, la revue Nature, qu'il y avait une crise de reproductibilité des résultats de la recherche. Donc c'est quelque chose qui était issu d'une enquête qui était faite auprès de plusieurs centaines de chercheurs américains qui doutaient et qui a annoncé un certain nombre de chiffres complètement catastrophiques. Plus de 70% des études en recherche n'étaient pas reproductibles, c'est-à-dire les résultats n'étaient pas reproductibles. Alors est-ce que les manquements à l'intégrité sont la seule cause ? Bien entendu non. Il peut y avoir des erreurs, simplement des erreurs humaines, qui font que cette reproductibilité n'est pas facilement réalisable. Il peut y avoir aussi le non-respect des bonnes pratiques. Et je crois qu'une des actions que l'on peut conduire à l'échelle d'une entreprise de recherche, comme celle à laquelle j'appartiens, c'est de rappeler l'importance finalement de suivre ces bonnes pratiques de recherche pour pouvoir avoir des résultats, des faits
de recherche qui soit crédible et qui soit reproductible. Une charte nationale de déontologie des métiers de la recherche a été adoptée l'année dernière, en 2015, par la plupart des organismes et des universités en France, des organismes de recherche. Pourquoi nous avons rédigé cette charte? C'est que c'est un moyen, c'est un point de départ collectif pour établir les repères déontologiques que l'on veut partager à l'échelle d'une communauté scientifique.